Nicolas Poincaré. Merci Jérôme Jadot, il est 9h17, c'est l'heure de la revue de presse jusqu'à 9h30 avec une affaire qui passionne la presse mondiale, qui mêle la presse écrite et Internet. C'est l'affaire Wikileaks sur laquelle il y a beaucoup de choses à dire. Et puis nous sommes aussi avec Bernard-Henri Lévy, bonjour. Bonjour. Vous nous direz ce que vous pensez de cette affaire Wikileaks et puis on vous souhaitera bon anniversaire parce que votre revue, la règle du jeu dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, notamment à travers l'affaire Sakiné, eh bien votre revue fête ses 20 ans. Quel bel âge. Jean-Christophe Martin, on commence donc par cette affaire Wikileaks. L'Italie l'a qualifiée de 11 septembre diplomatique. D'autres parlent d'un tsunami diplomatique. Des fuites géantes de ce site Wikileaks et les coulisses de ce scoop dans les journaux. Wikileaks qui fait trembler Washington. Un vent de panique souffle sur l'administration Obama, a écrit Le Figaro. Wikileaks à la une du Wall Street Journal et de l'International Herald Tribune. Wikileaks, c'est ce site internet qui dévoile donc depuis hier soir des dizaines de milliers de câbles confidentiels des diplomates américains, un peu la version internet du Watergate. La comparaison est tentante, même si elle n'est sans doute pas tout à fait juste, mais quand même on la trouve entre autres sur Rue 89 qui cite la presse américaine. Sans doute pas de révélation majeure dans ce Watergate façon internet, mais une somme d'indiscrétions pour comprendre comment l'Amérique voit le monde. C'est sans précédent, c'est tout un pan secret de la diplomatie mondiale qui se trouve dévoilé. L'occasion aussi d'une première journalistique. Depuis des semaines, 5 journaux et magazines ont lu et analysé ces télégrammes mis à leur disposition par le site Wikileaks, le New York Times, le Guardian, le Spiegel, El País et en France, Le Monde. Une opération encore une fois sans précédent par son ampleur, c'est Le Monde qui le souligne. 120 journalistes de 5 pays mobilisés pour partager leurs informations. Ils ont aussi établi des listes de personnes à protéger, notamment dans les pays dictatoriaux ou en situation de guerre. Et Le Monde s'explique aussi ce matin, notamment sur son site, pour expliquer comment ils ont décidé de publier ces télégrammes confidentiels couverts par le secret diplomatique. Sylvie Kaufmann, la directrice de la rédaction du Monde, s'en explique. À partir du moment où cette masse de documents a été transmise, même illégalement au site Wikileaks, Le Monde a considéré qu'il fallait en informer ses lecteurs. Des documents qui sont disponibles sur Internet, mais pour le journal Le Monde, il y a une différence de fond. Le site Wikileaks livre des documents bruts. Le Monde et les autres journaux ont fait analyser cette masse d'informations par leurs journalistes. Du côté du Guardian anglais, on justifie aussi d'avoir fait le choix de publier ces documents. Pour le Guardian, c'est au gouvernement de protéger leurs secrets, pas aux journalistes. Alors si vous voulez plonger dans les secrets de la diplomatie américaine dans le texte, il y a l'embarras du choix sur Internet. Les sites qui publient ces documents demandent d'ailleurs aux internautes de signaler leurs trouvailles. Il reste peut-être quelques surprises. Au total, plus de 251 000 télégrammes confidentiels révélés par Wikileaks. Le journal américain The Nation, cité par Rue 89, résume cette accélération de l'histoire. Dans sa courte existence, ce site internet Wikileaks a publié plus de scoops que le vénérable Washington Post en 30 ans. Le Washington Post qui est à l'origine du Watergate, la version 2010, c'est donc sur Internet avec Wikileaks. Bernard-Henri Lévy, on va parler de la règle du jeu, votre revue dans un instant, mais une première action à tout ce qu'on vient d'entendre. La philosophie de ce site Wikileaks, c'est on ne cache rien, on met tout, on met les infos brutes sur Internet et chacun fait ce qu'il en veut. Alors, c'est pas une bonne philosophie pour 2 raisons. 1, parce que l'info n'est jamais brute, il faut la traiter. Et 2, parce que je ne suis pas sûr qu'on doive absolument rentrer dans un univers de transparence absolue où il n'y aurait plus de secret du tout. Alors, il faut distinguer. Il y a des informations que les États veulent garder pour eux et il faut les obliger à les livrer. Parce que c'est des informations qui concernent des droits de l'homme, des exactions commises par les États, etc. Mais penser que la diplomatie mondiale devrait être une espèce de maison de verre, ça c'est totalement fou. Relisez Clausewitz, relisez Machiavel, relisez tous les théoriciens de la chose politique. Je ne suis pas du tout certain que la diplomatie n'ait pas droit à une part de confidentialité. Est-ce qu'on doit tout savoir de la manière dont les diplomates, dans le secret de leur soliloque ou de leur dialogue, disent « je crois pas ». Alors, bonne idée, on va relire Nicolas de Machiavel et Clausewitz. Mais en attendant, Benjamin Muller, tout de même, il s'est passé des choses sur Internet cette nuit. Benjamin Muller, Bernard-Henri Lévy, c'est notre spécialiste de tout ce à quoi nous, on comprend rien, c'est-à-dire Twitter et toutes ces choses-là. Benjamin, il y a... Mais Bernard-Henri Lévy comprend tout à Twitter. Hein, oui, bon, alors, je disons, crois, je ne comprends rien. Tout, non, mais en tout cas, je crois que c'est important, oui. Pardon, il s'est passé des choses importantes cette nuit sur Twitter et puis aussi sur un site français, petit site pas très connu, qui se retrouve un peu au centre de cette affaire et qui s'appelle OVNI, Benjamin. OVNI, O-W-N-I, ovni.fr. Ce site propose aux internautes en quelque sorte de participer à l'enquête. Pour ce faire, OVNI a créé une sorte d'application où l'on peut retrouver les communications des différentes ambassades. Alors les journalistes d'OVNI expliquent qu'ils avaient été contactés une première fois
fois par Wikileaks lors de la publication des War Logs irakiens. C'était, vous vous en souvenez sûrement, les premières fuites en octobre dernier de l'armée américaine en Irak. Et cette fois-ci, bis repetita, les équipes du site ont les documents et s'attellent depuis hier à disséquer et à éplucher ces milliers de nouveaux messages qu'ils se sont procurés. Alors concrètement, vous pouvez retrouver en brut certaines de ces communications si l'envie vous en prend de jouer aux enquêteurs. OVNI joue ici le rôle de plateforme dans cette affaire et le site précise que cette fois, ils ne sont pas dépendants d'une clause de confidentialité par rapport aux journaux qui publient cette affaire, ce qui veut donc dire que ce site détient des infos pas encore sorties dans la presse. D'ailleurs, il rappelle que beaucoup de documents sont encore à ce jour inexploités, ce qui veut dire que potentiellement, on a encore beaucoup de bombes diplomatiques prêtes à exploser. Donc OVNI, une plateforme technique, mais pas que. Il relaie aussi heure par heure les différentes infos publiées par les différents journaux. C'est très bien classé et très clair. Merci beaucoup. Donc OVNI pour tout comprendre, OWNI. Et puis Rémi Ourdan, qui était tout à l'heure notre invité, qui a coordonné toute cette opération pour Le Monde. Et bien son interview est à réécouter sur le site france-info.com. On en vient à votre anniversaire, Bernard-Henri Lévy. La règle du jeu, c'est vous qui l'avez fondée. C'est une revue, elle fête ses 20 ans. D'abord, expliquez-nous ce que c'est qu'une revue. C'est une tradition française, une tradition intellectuelle française. Pas seulement française, mais c'est vrai que c'est important en France, oui. Une revue, c'est les temps modernes de Sartre, c'est l'infini de Philippe Solers, c'est commentaires de Casanova. C'est en gros, c'est un laboratoire d'idées. Alors il y a la grande presse, maintenant il y a OVNI, Wikileaks, et puis il y a ces petites serres, ces petits laboratoires où on n'est pas astreint aux contraintes du grand lectorat et où on peut travailler de manière pointue. Voilà. Et pour être tout à fait pratique, ça se trouve non pas en kiosque comme la presse, mais pas en kiosque, ça se trouve dans les bonnes librairies, ça se trouve dans les Fnac, à Paris, à la Une, etc. C'est comme un livre, voilà. Mais la particularité de la règle du jeu, c'est que depuis 1 an et demi, grâce à une nouvelle équipe de jeunes gens, d'ailleurs, Maria de França et d'autres, on s'est doté d'une version électronique de la règle du jeu. Version électronique, en effet, dont on a beaucoup parlé ces temps-ci, parce que c'est elle qui mène la bataille pour Sakiné et désormais son petit garçon, son fils et son avocat emprisonné. C'est la règle du jeu qui s'était battue, j'étais venu en parler ici avec David Abiker et vous, pour la libération de Roman Polanski. C'est la règle.org, la version électronique, encore une fois, qui avait mené la bataille, parce que ça me paraissait être, il fallait que tout soit dit, contre la nomination d'un type que nous trouvions indigne à la tête de l'UNESCO, qui était Farouk Hosni. Donc la particularité de cette bataille revue, que vous avez gagnée, hein, c'est... Bataille que nous avons gagnée. Polanski, on a peut-être aussi contribué un peu à ce que justice soit rendue. Et j'espère surtout, je vous avoue que je ne pense qu'à ça et que aujourd'hui, demain, dans ces jours anniversaires de la revue, je suis obsédé par cela, qu'on gagnera encore pour Sakiné, cette jeune femme, je vous le rappelle, condamnée à mort par lapidation, comme beaucoup d'autres femmes dans ce régime de dingue qu'est l'Iran. Et les dernières nouvelles, quelles sont-elles? Malheureusement, il n'y en a pas, non? C'est ça le problème. Les dernières nouvelles, oui. Le problème est que les 2 liens de vie et d'amour que nous avions avec Sakiné, c'était son fils d'abord et son avocat Outan Kian. Et que les Iraniens ont fait cette chose incroyable, qui a été de les coffrer tous les 2. Donc les 2 liens sont tranchés, on ne sait quasiment plus rien. Alors, j'ai donné à Libération, il y a 10 jours, dans le magazine de Libération, un long portrait de Sakiné qui m'avait été demandé par Vanity Fair et que Libération a publié en français, où j'ai dit tout ce qu'on pouvait savoir aujourd'hui sur cette femme, qui n'est pas seulement une icône, qui est aussi une femme, qui a une vie, qui a des préoccupations et qui a un destin qui aujourd'hui tient à un fil, le fil de ceux qui, dans les opinions publiques mondiales, et ça me paraît aussi important que Wikileaks, demande sa libération en signant la pétition qui a été mise en ligne, en particulier sur la règle du jeu.org. Alors donc le combat pour Sakiné à suivre donc dans la revue La règle du jeu, à la fois en librairie et donc maintenant sur internet, la règle du jeu.org. Et puis alors une question technique, Benjamin Muller, il y a un gros débat à propos de Michel Houellebecq et son livre Le Prix Goncourt. D'ailleurs Michel Houellebecq qui a une contribution dans le numéro anniversaire. Oui. Et justement, il y a un sujet, alors moi je parle encore d'internet, je suis le geek, la carte et le territoire, donc Prix Goncourt de Michel Houellebecq, vous savez qu'il s'est un peu inspiré de certains articles de Wikipédia.
Et pour cette raison, certains internautes estiment que le livre doit être libre de droit et donc accessible en PDF sur Internet. Vous pouvez le télécharger illégalement, mais de manière gratuite. Les internautes expliquent que comme il a en gros piqué des articles à Wikipédia, il n'y a pas de raison pour que nous, on n'ait pas le droit de piquer son livre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je vous explique que tant qu'il n'avait pas le prix Goncourt, personne parlait de cette affaire. Et que maintenant qu'il a le prix Goncourt, tout le monde se réveille. Qu'on lâche la grappe à Michel Houellebecq. C'est un immense écrivain qui, en effet, s'en est expliqué. Il considère Wikipédia comme un phénomène d'époque et comme une source d'inspiration. Il a dit pourquoi, dans quelles conditions. Alors maintenant qu'il a le prix Goncourt, tout le monde lui tombe dessus. Mais son livre gratuit sur Internet, Bernard-Henri Lévy, vous trouvez que c'est du vol ? Mais ça, c'est de la part de ceux qui le mettent à disposition gratuite sur Internet ? J'en sais rien, ça c'est son problème et c'est celui de son éditeur. Moi je ne voudrais pas, surtout, que la littérature soit réduite dans ce genre de débat au rang de marchandise. Houellebecq, c'est pas seulement une marchandise dont on se demanderait si elle doit être mise en ligne gratuitement ou pas gratuitement. Houellebecq, c'est d'abord, comme tous les artistes, comme tous les écrivains, c'est d'abord quelqu'un, qu'il est très important d'avoir dans le paysage intellectuel français. Ne réduisons pas le débat de la carte et le territoire autour de la question de la gratuité d'accès. Voilà, on fait comme ça, on ne réduit pas le débat, c'est pas notre spécialité. Il est 9h28, merci beaucoup et bon anniversaire à la règle du jeu de Bernard-Henri Lévy qui fête ses 20 ans. Il y a enfin dans la presse écrite une histoire dont il faut parler, Jean-Christophe Martin, parce qu'elle est belle. Le mystère des trésors de Picasso. On retrouve d'un seul coup des dizaines et des dizaines de Picasso. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça tombe bien, c'est dans Libération, un journal que Bernard-Henri Lévy connaît bien. Libération qui parle de découvertes majeures. 271 œuvres de Picasso qui refont surface. Personne n'en connaissait l'existence apparemment. Histoire étonnante, c'est un électricien à la retraite qui débarque chez le fils de Picasso avec une valise. Stupéfaction, dans cette valise miraculeuse, des Picasso, notamment des carnets et des dessins jamais répertoriés dans la succession. Notre électricien demande au fils Picasso de bien vouloir authentifier ce trésor. Il y en a au total pour une 60aine de millions d'euros d'après les estimations. Mais la famille est méfiante. Cet électricien a travaillé à une époque dans les propriétés du peintre. C'est là que l'histoire devient moins belle. Ce trésor a-t-il été mal acquis ? Les héritiers Picasso ont déposé plainte pour recel. En attendant la bataille judiciaire qui s'annonce, ce trésor inconnu de Picasso est en sécurité. Il dort dans les coffres de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels. On en revient à la marchandisation de la culture. Ouais, mais en tout cas la nouvelle c'est qu'il y a 271 Picasso qu'on ne connaissait pas. Ça c'est la bonne nouvelle, ça, oui, quand même. Avec, paraît-il, des bijoux extraordinaires. Et puis on n'a plus le temps, Jean-Christophe Martin, mais on peut renvoyer aussi vers la lecture de Libération sur une affaire qui concerne des instructions données au préfet concernant les sans-papiers, selon Libération. Des préfectures auraient donné pour consigne qu'on refuse les sans-papiers dans les centres d'hébergement d'urgence, ce qui évidemment indigne Libération ce matin. Je pense aussi que c'est une honte. C'est dans la ligne de ce qui s'est passé cet été sur les Roms, et c'est une honte, et ça, il faut le dire avec beaucoup de force. Et c'est ce que vous venez de faire. Merci beaucoup, Bernard-Henri Lévy. Dans quelques secondes, le journal de 9h30.